reconnaître le droit à la santé. J'aimerais accueillir Marianne Dessureau, qui est avocate, responsable des affaires juridiques à la SPQ. Marianne, nous t'écoutons. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir bravé la tempête. Là, bon, on va y aller comme ça. Je ne sais pas si la technologie va me suivre. Donc, ce matin, vraiment, c'est un rapide survol sur la fameuse reconnaissance du droit à la santé, un incontournable dans les défis. Il faut reconnaître la santé, mais aussi la santé durable et tous ces concepts liés. Et je m'en voudrais, comme avocate pour l'association, de vous laisser un peu dans ce néant juridique avec les conférences qui vont suivre, les conférences de demain. On va se faire un rapide survol de qu'est-ce que c'est ce droit et qu'est-ce qu'il constitue. Donc, vraiment, retour sur des textes juridiques, mais aussi un peu les concepts. Hein. On va se mettre à jour, on va se mettre sur un pied d'égalité parce que c'est ça, finalement, qu'on veut en santé. Donc, dans le monde, à l'international, au niveau fédéral et au niveau provincial, il y a plusieurs outils qui sont à la disposition, soit qui ont été signés ou créés. On entend souvent beaucoup de termes. Des fois, on va parler de traités, de pactes, de lois, de règlements, de motions. Mais qu'est-ce que c'est ça? Donc, rapidement, quand on parle d'un traité, un traité international, un pacte ou un accord, on est plus au niveau international. Donc là, c'est vraiment entre des pays, entre deux États. Les pays vont signer d'un commun accord, un accord de principe avec des énoncés. Donc, c'est vraiment comme un peu une loi entre les pays. Il faut comprendre qu'ensuite, le Canada, comme État, peut être signataire ou non de certains traités. Et ensuite, s'il est signataire, pour que ça ait valeur pour nous à l'interne, il doit l'incorporer. Ça veut dire l'intégrer à une loi et reprendre les concepts dans ces lois à l'interne. Donc ça va être important pour vos conférences à comprendre des fois pour la suite de ma présentation, mais aussi pour celles qui vont suivre et demain. Des déclarations, des fois déclarations universelles, déclaration universelle des droits de l'homme, c'est vraiment des énoncés de principes qui vont avoir des fois une valeur. Oui, elle est ici. Je vais l'essayer. Vous allez me dire si ça fonctionne. Donc, des énoncés de principes aussi entrent toujours à l'international, qui va avoir à peu près la même valeur. Donc, des fois, on va parler de résolution aussi, résolution Conseil international, toujours ONU, ou une résolution, hein, un CA. Il y en a certains parmi vous qui en font partie, donc vous savez un peu plus, elle a une valeur juridique. Au Canada, Constitution, loi suprême, qui vient énoncer un petit peu notre organisation. Dans cette Constitution-là, il y a la Charte, donc Charte des droits et libertés de la personne. Encore une fois, c'est un recueil souvent de plusieurs droits, de plusieurs obligations et devoirs. Et donc, charte au Canada, je vais le dire, fait partie de notre Constitution canadienne, mais une charte que nous avons aussi au Québec. Donc, on a la chance d'en avoir une au Québec qui a aussi un rôle suprême, donc au-dessus de toutes nos lois québécoises. Ça va être important pour la suite. C'est sûr que la charte québécoise est une loi, mais on lui a donné une valeur supérieure. Donc, toutes nos lois, tous nos règlements au Québec doivent respecter notre charte québécoise, qui, elle, a inspiré, en fait, la charte canadienne. Donc, ce n'est pas banal quand même, qui, elle, est inspirée des traités internationaux. Les lois, vous savez un petit peu plus, c'est quoi? Donc, c'est une généralité, donc des énoncés de principes plus généraux. Et ensuite, il y a les règlements qui sont plus particuliers. Politique et directives, vous en avez dans vos organisations souvent, et des motions qui sont des énoncés de principes par l'Assemblée nationale. On reconnaît le droit à la santé et ses constituants, là, donc tous les concepts dont on a parlé de santé durable, alimentation, eau potable, logement, éviter le bien-être social ou le bien-être de la collectivité, on le reconnaît dans des outils internationaux, Constitution de l'OMS, Déclaration universelle des droits de l'homme, ça c'est intéressant parce que ça vient parler qu'il faut un niveau de vie suffisant pour assurer la santé, donc dans tous ces aspects. Donc comme je viens de le dire, le préambule de l'OMS vient préciser bien-être pour assurer pas juste de la maladie. Donc, on le précise, c'est important. Pacte international aussi qui vient parler de conditions de travail saines, de facteurs déterminants pour la santé. Donc, ça, c'est au niveau international. Donc, tous des constitutions que le Canada a signées. Charte canadienne des droits et libertés, j'en ai glissé un mot. On parle du droit à la vie, liberté et sécurité.
Et on parle que chacun a ces droits-là. Et le chacun a été interprété par nos tribunaux comme étant tout le monde, peu importe son statut. Donc ça devient, on va parler tout à l'heure d'immigration, d'inégalité sur ces statuts-là. Donc ça a été reconnu que c'est vraiment toute personne qui reste au Canada a ce droit. Article 15 qui parle de droit à l'égalité, donc à la non-discrimination sur plusieurs facettes, selon le sexe, selon l'orientation religieuse, l'orientation politique. La loi sur la santé, loi canadienne sur la santé, et la loi fédérale sur le développement durable, qui vient parler un peu plus d'environnement. Donc, quand on dit qu'on a plusieurs droits, il y en a sur beaucoup de facettes. C'est important, vous allez en parler demain sur le partage des compétences. Plusieurs compétences, donc pouvoirs, sont autant fédérales qu'au provincial. Donc, santé, des fois immigration, environnement, ce qu'on appelle des compétences partagées. Mais il y a une grosse partie qui appartient au Québec. Il ne faut pas l'oublier, celle-là. Et on a un immense pouvoir comme province sur ces enjeux. Vous allez pouvoir le détailler. Mais donc, tout ce qui concerne l'organisation Québec, donc interne, nous avons des compétences, nous avons des pouvoirs comme population et le gouvernement peut agir. Donc, au Québec, loi sur la santé publique, que plusieurs connaissent pour des enjeux en temps de crise, etc. Loi sur le développement durable, qui vient parler des environnements favorables, des écosystèmes, donc comment assurer ce développement à long terme. Mais également, et peut-être une des plus importantes, je vais me garder du temps, la Charte des droits et libertés de la personne du Québec. Beaucoup d'un droit, les premiers articles, dans le fond, jusqu'à 39, sont des droits pour lesquels on va assurer vraiment une prépondérance. Donc, on va vraiment leur donner une importance. On parle du droit à la vie, liberté, droit à l'égalité. Mais ensuite, tous les articles, après le 39, donc le 40 et suivant, on parle de ce qu'on appelle souvent les droits économiques et sociaux. Pas des droits c'est pas banal, là. On parle du droit au niveau de vie décent, donc et le logement est compris comme étant dans ce niveau de vie décent, de conditions de travail sécuritaires, d'un droit à un environnement sain et respectueux de la biodiversité. L'enjeu avec ces droits, l'enjeu, en fait, oui, c'est un défi, c'est comment les faire reconnaître au même titre que le droit à l'égalité et à la liberté. Comment, ou au même titre qu'à la non-discrimination. Parce qu'étant les droits économiques et sociaux, étrangement, ils sont souvent analysés ou repris très rarement par les tribunaux, par les organismes, et ils sont souvent donc considérés un peu secondaires. Donc, un de nos défis, je vous dirais, ça va être de comment renforcer ces droits-là et comment leur assurer leur reconnaissance. On commence à le faire dans les tribunaux. On commence un peu à leur accorder certaines statures. Donc, des fois, ils sont repris. Par exemple, on vient préciser que les régimes de soins de santé, l'accès donc à la santé, doit respecter les chartes. Doit respecter la charte canadienne ou la charte québécoise. Puis, également, que le statut... dans ce matin... Des fois, le statut d'immigration, on le mentionnait tout à l'heure, que chacun a certains droits. Par contre, le statut d'immigrant, ça c'est un des exemples, j'en ai juste pris deux, n'est pas reconnu comme ce qu'on appelle un motif analogue, donc à la non-discrimination. Donc, c'est important qu'à l'avenir, que les tribunaux puissent se prononcer, mais aussi qu'on n'hésite pas à faire valoir ces droits. Parce que dans le fond, la conclusion, c'est quel est le défi? C'est comment les renforcer, ces droits-là? Bien, peut-être en arrêtant de faire une hiérarchisation et peut-être qu'en assurant, il y a eu des modifications à la Charte québécoise, mais des modifications sont peut-être possibles, en fait, elles sont possibles pour venir remettre sur un pied d'égalité ces droits économiques et sociaux qui, finalement, à vous entendre depuis hier et à entendre les prochains conférenciers, sont des droits essentiels à la santé durable et à la santé des générations à venir. On le sait, vous le savez sûrement, là, le droit des migrants à la santé, il y a des difficultés pour le faire reconnaître lorsqu'il n'y a pas de statut légal ou même quand ce n'est pas un statut pleinement citoyenneté. C'est souvent subordonné à des conditions de travail. Donc, des fois, c'est comment le faire sortir de ce rôle de travailleur. Et c'est d'assurer, le mot peut choquer là, ce matin, c'est de ne pas hésiter à utiliser les outils qu'on a en ce moment. Il existe à la Charte québécoise, même aussi fédérale, le droit à l'égalité. Et au Québec, on parle des fois de handicap. Donc, ce handicap, des fois, est reconnu et c'est large. Donc, de ne pas hésiter. On parlait hier d'apparence physique qui, des fois, peut causer certaines situations de stigmatisation. Ne pas hésiter, même si le mot peut choquer quand on parle d'handicap, à utiliser les outils qu'on a en attendant d'un changement.
Et c'est donc d'assurer et d'exiger que ce soit une interprétation très large, parce que bien des situations, des fois, la stigmatisation peut amener à des situations non désirables pour la santé globale de tous. Évidemment, là, assurer des indicateurs pour surveiller l'application de nos droits et favoriser la mise en œuvre. Le gouvernement canadien signe beaucoup d'ententes internationales, mais ensuite, c'est de s'assurer que ce qui est reconnu à l'international, puis ces mots, se traduisent dans nos lois et règlements au sein du pays et au sein de nos provinces. Donc, de favoriser, d'encourager le gouvernement à les intégrer. C'est un rapide survol. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu. Je suis disponible et n'hésitez pas là, à nous contacter. Ça va nous faire plaisir, une belle expertise et ça nous ferait très plaisir d'échanger. Donc, sur ce, je vous laisse. Bonne journée, bonne conférence pour la suite. Wow! Merci, Marianne. Merci d'avoir fait le ménage dans tout ce jargon et tous ces termes. En tout cas, ça m'a été très utile. Et on va reparler de tout ça. Merci. On va le digérer, puis on va en reparler. Une des choses dont on a parlé justement récemment, c'est l'augmentation, la petite augmentation du salaire minimum. Bon, c'est déjà ça. Est-ce que c'est assez? Il sera question d'éliminer la pauvreté pour notre prochaine conférence avec Virginie Larivière, qui est porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté. Virginie. Bonjour tout le monde, bonjour, bon matin. Très contente d'être avec vous ce matin. Bonjour aussi à la maison, apparemment qu'on est suivi. Merci beaucoup à la SPQ pour l'invitation. Un merci tout spécial à Anne-Marie et Marine avec qui j'ai échangé pour l'organisation de la journée. Alors, merci beaucoup. Alors oui, pour répondre à la question très rapidement, est-ce que c'est assez 15 et 25 $? Non. Ça fait 7 ans qu'on demande 15 $ de l'heure. On vient d'arriver à 15 et 25, donc visiblement, ce n'est pas suffisant. Mais donc la présentation d'aujourd'hui, c'était sur les défis, en fait. Parmi les défis liés à la santé, il y avait le défi d'éliminer la pauvreté. Ça peut sembler un peu radical, éliminer la pauvreté. Nous, au Collectif pour un Québec sans pauvreté, c'est une organisation qui existe depuis un petit peu plus que 20 ans maintenant. Une organisation qui est née à la fin des années 90, quand il y a des groupes de Québec, en fait, qui se sont mis ensemble pour se mobiliser contre une réforme à l'aide sociale. L'aide sociale est souvent la cible de réformes qui, malheureusement, visent très rarement à l'améliorer. Et donc, à la fin des années 90, des groupes de Québec, en compagnie de plusieurs personnes en situation de pauvreté, des personnes assistées sociales, se sont donc mobilisés et ont écrit une proposition citoyenne de loi visant à éliminer la pauvreté. Et cette loi-là a été adoptée à l'unanimité en décembre 2002. Donc, la loi a eu 20 ans en décembre dernier. Et à l'époque, dans tous les débats en Chambre sur l'adoption de cette loi-là, il y a un député qui avait dit « Une loi contre la pauvreté, mais pourquoi pas une loi contre la pluie? » Comme si la pauvreté était un phénomène naturel et que de vouloir combattre ce phénomène-là naturel, donc, c'était ni plus ni moins qu'un peu fantasque. Aujourd'hui, on sait que les politiques publiques ont une incidence sur les phénomènes naturels. Ça, c'est un autre débat, mais on sait que les politiques publiques qu'on met de l'avant ont une incidence sur la vie en société et la pauvreté, je vous apprends peut-être rien, mais ce n'est pas un phénomène naturel. Je vais vous parler beaucoup de volonté politique aujourd'hui pour essayer de faire la démonstration que quand on veut, on peut. Hein, les personnes en situation de pauvreté se font souvent dire ça. Nous, on prétend aussi que si le politique voulait, il pourrait faire une grande différence dans la vie des personnes en situation de pauvreté. Évidemment, je parle de pauvreté et de santé. C'est des grands concepts. On pourrait passer la journée à parler et de un et de l'autre. Alors, j'ai 15 minutes, ça va être un survol. Ce sera évidemment dans les grandes lignes, mais j'espère quand même vous convaincre à la fin que si on y met la volonté politique, si on déconstruit quelques préjugés qu'on peut avoir envers les personnes en situation de pauvreté et la pauvreté en général, on peut arriver à avoir des effets très, très tangibles sur la santé des gens. Ah oui, c'est ça ici.
Voilà, donc c'est un petit résumé de la santé et des déterminants de la santé. On sait que la pauvreté, c'est un des déterminants de la santé. Ils sont nombreux, évidemment. Je vais uniquement aujourd'hui vous parler dans les grandes lignes de la question du revenu. Évidemment, la pauvreté, c'est un phénomène multiforme qui comprend toutes sortes de choses, mais aujourd'hui, je vais vraiment le prendre sous l'angle du revenu. Ça veut dire quoi être en situation de pauvreté, à combien de dollars on évalue qu'une personne est sortie de la pauvreté, donc dans les grandes lignes, évidemment. Au collectif, on utilise 3 couleurs que tout le monde connaît, rouge, jaune, vert. Ça vous donne déjà une idée un peu de où on situe les choses. Tout le monde connaît l'expression au Québec « être dans le rouge ». Être dans le rouge, ça veut dire qu'on n'arrive pas. Hein? Ça veut dire que, oups, on est un peu à découvert. Nous, on fait une très, très grande distinction entre sortir de la pauvreté et couvrir ses besoins de base. Couvrir ses besoins de base, ça ne veut pas dire qu'on est sorti de la pauvreté. Ça veut dire qu'on arrive à manger, à se loger, à se vêtir, à se déplacer et à s'offrir des assurances, un peu de loisirs, probablement une connexion Internet qui fait maintenant partie des besoins de base. Hein. Les besoins de base changent dans le temps. En 1982, Internet n'existait pas, puis ça ne faisait pas partie du panier de consommation de base. Aujourd'hui, oui, un téléphone aussi. Donc voilà, la couverture des besoins de base, ça permet aux gens de minimalement rester en santé, de ne pas compromettre sa santé, son espérance de vie, sa dignité aussi souvent, mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti de la pauvreté. Le jaune, c'est la section juste au-dessus de la couverture des besoins de base. Ça veut dire qu'on est toujours en situation précaire, on est toujours aussi à risque de retomber dans le rouge, mais on est toujours donc en situation de pauvreté, même si on arrive minimalement à couvrir nos besoins de base. Le vert, c'est évidemment la sortie de pauvreté. Et vous voyez que ça, c'est il y a très peu de lignes qui tranchent où se trouve la sortie de pauvreté, où se trouve la couverture des besoins de base. On a une bonne idée de où se trouve la couverture des besoins de base parce qu'on a un indicateur qui nous en parle clairement et que le Canada a choisi de prendre pour parler de sortie de pauvreté. Donc, depuis 2017, le Canada a utilisé ce qu'on appelle la mesure du panier de consommation, la MPC, qui est un indicateur de faible revenu qui nous parle de la pauvreté sous l'angle de la couverture des besoins de base. Le Canada, donc, en 2017, a décidé de prendre cet indicateur-là et d'en faire le seuil officiel de sortie de pauvreté. Le ministre Duclos était alors le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social. Il nous a largement entendu déplorer cette décision parce qu'évidemment, c'est parmi l'ensemble des indicateurs de faible revenu qui existent, l'indicateur le plus bas. Donc, nous, on fait une grande distinction, je le disais, entre couverture des besoins de base et sortie de pauvreté. Mais maintenant, depuis 2017 au Canada, la MPC est l'indicateur de sortie de pauvreté. Donc, les besoins de base sont, j'en ai parlé très, très rapidement, mais tout le monde sait ce que c'est un besoin de base, se loger, se nourrir, se vêtir, se déplacer et quelques petites autres dépenses afférentes à la vie courante et qui sont nécessaires. En 2022, les chiffres viennent de sortir, ma présentation. J'ai changé ma présentation dans la dernière journée pour mettre ça à jour parce que les chiffres viennent de sortir. Statistique Canada a sorti ses mises à jour sur certains indicateurs. Donc, la MPC pour une personne seule qui habite Montréal pour 2022, donc ça inclut la crise inflationniste qu'on traverse, s'élevait à 23 025 $. Donc, ça, c'est pour la couverture des besoins de base. Être capable de se loger à Montréal, être capable de se déplacer probablement en métro ou en autobus, être capable de se nourrir, ça prenait pour une personne qui habite seule 23 025 $. Les indicateurs sont modulés en fonction du type de ménage. Hein. Évidemment, c'est plus élevé pour une famille de 4, c'est plus élevé pour un couple sans enfants, etc. Mais pour la présentation, j'y suis allée sur l'exemple type du ménage d'une personne seule. Au Québec, grosso modo, depuis vraiment très longtemps, c'est à peu près une personne sur 10 qui ne couvre pas ses besoins de base, une personne sur 10 qui est dans le rouge, donc qui compromet sa santé, son espérance de vie, sa dignité d'année en année parce qu'elle n'arrive pas à passer du rouge au jaune et du jaune au vert. Qui sont ces gens? Bien, il y a des personnes seules et des couples sans enfants.
À noter que les personnes seules et les couples sans enfants sont parmi les ménages les plus oubliés des politiques publiques. Ces gens-là ne sont l'objet d'aucune politique publique particulière. Il y a des personnes âgées, évidemment, des étudiants, des étudiantes, des proches aidants, des familles monoparentales, des personnes assistées sociales, bien sûr, des chômeurs et chômeuses, des travailleurs et des travailleuses. On parlait du salaire minimum en introduction, à 15 et 25 de l'heure. Même avec une job à 35 heures semaine, cette personne-là va tout juste arriver à couvrir ses besoins de base. Elle va, si elle ne s'absente pas pour maladie, parce qu'au salaire minimum, on a très rarement des congés payés pour maladie. Il y en a 2 d'inscrits dans la loi sur les normes du travail depuis quelques années maintenant. Mais si cette personne-là ne s'absente pas pendant toute l'année et qu'elle a un emploi à 35 heures semaine, cette personne-là va passer tout juste la ligne du rouge. C'est ça que ça permet le salaire minimum. Ce n'est pas surprenant qu'une personne sur 10 ou à peu près au Québec se retrouve dans le rouge. Quand on regarde les prestations sociales, l'ensemble de ces prestations-là ne permettent pas de couvrir les besoins de base, souvent, et encore moins de sortir de la pauvreté. Je vous ai parlé de la MPC, il y a d'autres indicateurs de faibles revenus qui nous parlent autrement des enjeux de pauvreté. On a beaucoup de mal à en choisir un. On essaie de les utiliser dans leur ensemble parce qu'ils sont tous imparfaits et donc on préfère avoir un ensemble d'indicateurs pour nous aider. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça vous donne une idée, en fait, de ce que les indicateurs de faible revenu nous disent. La MFR 60 pour 2022 s'élève à 32 000 $ pour une personne seule, toujours. Puis la MPC est à 23 000. Donc, il y a quand même un bon écart. Ça nous donne une idée en termes de dollars. C'est quoi la distinction entre couvrir nos besoins de base puis sortir de la pauvreté? Ça se joue dans cette fourchette-là. Sécurité de la vieillesse et le supplément de revenu garanti pour les personnes de 65 ans et plus. Pour une personne donc de 65 ans et plus, en 2022, il y a une petite erreur, ça serait 22 900, pas 21 000, mais 22 900 que cette personne-là aurait. Donc, tout près d'arriver à la couverture des besoins de base. La solidarité sociale, c'est un programme d'assistance sociale au Québec, mais pour les personnes qui ont des contraintes sévères reconnues à l'emploi. Ces personnes-là ont reçu l'année dernière 15 900 $. Ça, c'est si les personnes ont fait leur rapport d'impôt. Une personne qui ne fait pas son rapport d'impôt n'a pas de retour de TPS, n'a pas non plus droit à son crédit d'impôt pour solidarité. Important de faire son rapport d'impôt, même quand on a l'impression que ça ne nous concerne pas parce qu'on a fait peu d'argent. Il y a beaucoup de personnes assistées sociales, des dizaines de milliers de personnes qui ne font pas leur rapport d'impôt parce qu'elles ne se sentent pas concernées ou que c'est un peu compliqué, que ça coûte aussi de faire un rapport d'impôt. Donc, il y a plusieurs personnes qui se privent de crédits fiscaux importants. Chaque dollar compte quand on est à l'aide sociale. Et donc, ça, c'est dans le cas typique où une personne a fait son rapport d'impôt. Elle a eu droit à 15 900 $ par année. Une personne à l'aide sociale, qui est le programme pour les personnes qu'on dit sans contrainte à l'emploi. Puis là, pour vrai, je pourrais passer la journée à vous parler de c'est quoi une contrainte reconnue à l'emploi, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Mais donc, une personne qui est à l'aide sociale a reçu l'année dernière 11 900 $. 11 900 $, c'est pas beaucoup. C'est la moitié de ce que ça prend pour couvrir nos besoins de base. Donc, les gens à l'aide sociale, et ça, encore une fois, c'est pour une personne qui a fait son rapport d'impôt. Plusieurs personnes n'ont pas fait leur rapport d'impôt, ont eu moins que ça. Et il faut aussi savoir que l'année dernière, le gouvernement du Québec a offert, pour pallier à l'inflation, des chèques de 500 et 600 $ dans toute l'année, donc un 1 100 $ ponctuel. Qui ne se retrouvait pas sur le budget, sur le revenu des personnes en 2021, qui ne va pas se retrouver sur le budget des personnes en 2023. Donc, ça a été un montant d'argent ponctuel qui a certainement donné un coup de pouce au moment où ça a été reçu, mais qui a probablement été très vite dépensé, qui ne fera pas une grande différence ni dans la vie de ces personnes-là, ni dans l'état de la société en général.
Bon, le salaire minimum, on en a déjà parlé. Le salaire minimum ne permet pas de couvrir, de sortir de la pauvreté. Vous voyez que ça permet de passer tout juste la barre du rouge. Puis évidemment, c'est des zones. Hein? Ça a été dit, il y avait une diapo au tout début qui disait que la vie ne se déroule pas toujours dans la même zone. On peut passer de un à l'autre. Et il ne faut pas penser que parce qu'on a $1 de plus, hein, la MPC est à 23 025. Est-ce que notre situation a vraiment changé si on fait 23 026 $? Je ne crois pas. Donc, évidemment, il faut y aller avec doigté sur ces zones-là. On le sait que la pauvreté a des incidences sur la santé. C'est très, très bien documenté par les directions de santé publique, par les chercheurs, par les médecins. Je vous montre juste cette diapo-là pour en faire une démonstration assez prenante, en fait. Ça, c'est l'écart c'est l'espérance de vie à la naissance selon le sexe, groupe le plus favorisé et groupe le plus défavorisé. J'essayais de rephraser quelque chose qui est déjà tellement bien écrit. Je suis désolée. Alors, on voit que, de façon générale, on a amélioré l'espérance de vie d'à peu près tout le monde entre 1991 et 2011. Tout le monde a gagné un peu en espérance de vie. Mais ce qu'on aperçoit aussi, c'est que les écarts ont grandi, autant les écarts entre les hommes qu'entre les femmes. Les femmes, on parle quand même de presque 2 ans et demi de différence entre 91 et 2011. Mais on voit très clairement qu'il y a des écarts importants dans l'espérance de vie selon qu'on soit dans un quartier favorisé et défavorisé. Donc, on a moins de revenus et on a visiblement moins de chances de vivre vieux et en santé. Ça, c'est les taux de pauvreté. Je vous disais tantôt, au Québec, il y a à peu près, grosso modo, depuis des années, c'est assez stable, 1 personne sur 10 dans le rouge, donc des gens qui ne couvrent pas leurs besoins de base. Et dans les dernières années, il y a eu des politiques, plutôt structurantes, je dirais, en matière de lutte contre la pauvreté, notamment du gouvernement fédéral, entre autres sur les allocations familiales, des aides aussi pour les personnes aînées. Alors, on a vu très clairement une diminution, on le voit bien. Et il y a ce que j'appelle, moi, le hockey historique de 2020. Alors, la pandémie a été riche d'enseignements. Moi, ça, c'est vraiment ce qui m'émerveille le plus parce que c'est la preuve fondamentale que quand on a la volonté politique de lutter contre la pauvreté, quand on met des politiques comme la prestation canadienne d'urgence, bien, ça donne un sacré coup de main on le voit, sur les taux de pauvreté. On a diminué presque de moitié les taux de pauvreté en une année, essentiellement à cause de la pandémie et de la mise en place de la prestation canadienne d'urgence et de d'autres prestations de soutien du revenu qui ont été développées très rapidement. On pourrait leur apporter toutes sortes de critiques et de bémols, mais visiblement, ces politiques-là ont eu un effet tangible sur les taux de pauvreté et je pense qu'il faut en tirer des leçons. Il faut en tirer des leçons aussi parce qu'en 2020, ce qu'on a aperçu, c'est que les taux de suicide au Canada ont diminué de 32 %. Alors, on parlait d'espérance de vie tout à l'heure, des effets de la pauvreté sur la santé. Et on le sait que c'est assez bien documenté aussi. Les taux de suicide sont près du double plus élevés dans les quartiers défavorisés que dans les quartiers favorisés. On sait par ailleurs que les taux de suicide ont tendance à augmenter quand on traverse une période de crise, comme la crise sanitaire qu'on a traversée. Les chercheurs s'attendaient à voir une augmentation des taux de suicide pendant cette pandémie. Or, c'est le contraire qui est arrivé. Une diminution de 32 %, c'est du jamais vu. Pour vrai, je pense qu'on devrait tirer des enseignements de ces chiffres-là. Les chercheurs font évidemment des corrélations assez claires et assez fortes entre le soutien du revenu qui a été mis de l'avant pendant la pandémie et ces chiffres-là. Évidemment, le suicide, c'est un phénomène compliqué, complexe. On ne peut pas l'associer à une seule donnée. Mais on sait que le soutien du revenu vient clairement apaiser la détresse, les enjeux de santé mentale des gens qui sont dans des situations de pauvreté extrême. Alors, on voit les effets très positifs de soutenir le revenu des personnes.
Et je termine avec, mon Dieu, 24 secondes, je vais être pile poil. Alors, souvent, on va nous dire que ça coûte cher de lutter contre la pauvreté. On va nous dire que la PCU a coûté également très cher. Mais il faut aussi essayer de se poser la question à l'envers. C'est-à-dire que ça nous coûte combien collectivement de tolérer la pauvreté? Bien, ça nous coûte cher aussi. Ça nous coûte cher en coûts publics, en coûts sociaux. Très clairement, ça nous coûte cher en vie humaine aussi, comme l'a démontré les recherches sur les taux de suicide en 2020. Quand on met de l'avant des politiques sociales qui viennent soutenir les revenus, on diminue la pression sur la santé physique et mentale des gens, mais on vient aussi dégager le système de santé du Québec comme du Canada. Alors, c'est des perspectives qu'il faudrait adopter quand on parle de lutter contre la pauvreté puis qu'on trouve que ça coûte cher. Oui, mais ça coûte aussi très, très cher de la tolérer. Voilà. Merci. Formidable. Formidable. Merci Virginie, mon Dieu, formidable. Et comme vous pouvez constater, on a de formidables conférenciers à ce sommet. Et j'ai oublié de vous mentionner que je vous fais grâce de lire leur pedigree étoffé, mais que vous pourrez le retrouver dans votre cahier des participants et également sur le site du sommet ou sur santédurable.ca. Donc, un duo de conférenciers pour le prochain segment qui va nous parler des droits humains au centre d'une santé inclusive. Nous aurons Mathieu Morin-Robertson, qui est navigateur autochtone. Quand même, c'est un titre qui m'a interpellée. Deux mots très intéressants, un terme consacré, semble-t-il, mais ça m'intrigue d'en savoir plus sur que fait un navigateur autochtone. Il est co-chargé de projet justement de navigation autochtone à Médecins du Monde Canada, et la directrice générale de cet organisme également, Nadja Pollard, qui sera avec nous. Donc, ils auront 30 minutes. Je vous invite à venir me rejoindre sur scène, et vous avez le petit chrono là, qui est ici sur vous. Merci à vous deux. T'asseoir ou... Ouais. Oui. Je ne veux pas épuiser mon collègue. Mais merci beaucoup, merci pour l'invitation et pour la présentation. Je pense qu'on est très chanceux parce qu'on a eu deux très belles présentations et je dois absolument commenter deux, trois choses que j'ai entendues depuis ce matin parce que je les ai trouvées toutes les deux formidables. Et puis il y a un lien directement aussi à ce qu'on va vous présenter. Donc, Maître Dessureau qui avait parlé des lois, des chartes. Donc, vous allez voir, nous, on a comme une version appliquée de ce qu'on a entendu ce matin. Donc, deux projets très concrets qu'on mène avec Médecins du Monde depuis quelques années. Et oui, les chartes et les conventions, j'adore, surtout la Convention relative aux droits de l'enfant notamment. Et on a vu avec l'exemple que je vais vous donner à quel point c'est difficile, et vous l'avez mentionné à plusieurs reprises, de vraiment les faire vivre ces chartes et les faire vivre ces lois. Donc, fantastique. Merci pour avoir mis la table. Et Madame Larivière, je vous remercie parce que j'ai trouvé que c'était un exposé brillant sur les enjeux de pauvreté. Et quand je vous écoutais, oui, les différences d'espérance de vie qui frappent, notamment à Montréal, je m'excuse pour les gens de Québec, mais où c'est des quartiers, l'espérance de vie de 10 ans de différence. Mais aussi, quand j'entends, j'ai une collègue psychologue à Médecins du Monde qui voit les personnes en situation d'itinérance et qui me dit souvent, être pauvre, c'est un job à temps plein. Et effectivement, tout en cours, les petits programmes, ça finit jamais, les coupures, etc. Et vous avez parlé aussi de tous les défis, des rapports d'impôts, etc. Et en fait, ce que ça m'inspire toujours, c'est que moi, j'adore mes collègues d'Oxfam qui ont fait des magnifiques rapports sur l'évasion fiscale. Et j'aimerais bien qu'un jour, on mette comme État autant d'efforts dans l'évasion fiscale qu'on met dans la pauvreté. Alors voilà, ça c'était, il fallait que je le dise, je m'excuse, j'ai vraiment bouffé 27 secondes. Donc, Médecins du Monde, on est qui? Donc, on est une organisation, un mouvement international de 17, on appelle ça des chapitres, mais ça n'a rien de religieux, de délégations à travers le monde. On existe au niveau international depuis maintenant 40 ans. Au Canada, Médecins du Monde, depuis 25 ans. On a fêté notre 25e anniversaire.
Et on a un rêve, c'est bien de rêver, même si je suis vieille, j'aime bien rêver quand même avec mes collègues. Donc on rêve d'un monde où la santé est un droit. Et on ne fait pas juste rêver, on fait y travailler, comme Madame Larivière certainement fait aussi par rapport à la pauvreté. Donc, ce qu'on rêve, c'est un monde sans barrière d'accès à la santé et c'est un vaste programme. On est actif au Canada donc, depuis 25 ans. Et ce qui est particulier à Médecins du Monde, ce que j'aime particulièrement aussi comme directrice, j'ai la chance de travailler dans mon propre pays, donc au Québec, au Canada. On a des projets à Montréal actuellement, mais des activités de plaidoyer avec des collègues québécois et canadiens, donc toujours en partenariat. Et tout un volet aussi de santé humanitaire et de développement à l'international. Donc c'est un peu le monde idéal quand on est passionné par les droits humains et la santé. Donc je pourrais vous parler des innombrables projets que Médecins du Monde mènent ici et ailleurs dans le monde, qui ont tous un lien. Hier, je suis allée lire, j'ai consulté Google, je me suis santé durable, c'est quoi déjà? Et je me disais finalement, nous, on travaille beaucoup, Médecins du Monde, sur toutes les questions reliées avec la santé durable. Mais je ne vais pas vous en parler parce que je vais clairement dépasser mes 18 minutes. Donc, avec mon collègue Mathieu, ce qu'on a décidé, c'est de vous exposer 2 initiatives phares. Donc, le premier, le plaidoyer de Médecins du Monde en faveur des enfants migrants à statut précaire. Et on est dans une phase 2 des femmes migrantes à statut précaire. Et aussi le projet de navigation autochtone. Et oui, vous allez apprendre d'où ça sort. Pourquoi on a choisi ces 2 exemples? C'est pour 2 raisons. D'abord parce que le projet de navigation autochtone, en fait, c'est une idée qui nous a été inspirée de nos collègues qui travaillent dans les organisations autochtones dans l'Ouest canadien, où ça existe depuis plusieurs années déjà. Et c'est vraiment une approche qui a été bien prouvée. Et la particularité, c'est aussi qu'a priori, on pourrait dire pourquoi un projet de navigation autochtone, les personnes autochtones au Québec, elles ont accès à la santé au niveau légal. Donc, pourquoi avoir mis en place ce projet-là? Et je ne vous vendrai pas la mèche, c'est Mathieu qui va le faire, il le fait beaucoup mieux que moi. Ensuite, ce qui est particulier dans cette approche aussi autochtone, c'est que, contrairement, vous allez voir, Mathieu va vous en parler, c'est que les navigateurs autochtones sont intégrés dans les équipes de santé et de soins, et donc ils sont égal à égal avec les professionnels de la santé à Médecins du Monde. Et pourquoi les migrants? Parce que les migrants, vous en avez parlé, les migrants, il n'y a pas accès à rien. Il n'y a pas accès à aucun programme social, il n'y a pas accès aux soins. Donc, on fait vraiment face à une population qui vit parmi nous et que vous côtoyez aussi probablement, mais vous ne le savez pas, parce que c'est les gens qui nettoient vos maisons, qui nettoient les toilettes, qui travaillent à l'usine, qui travaillent à la garderie. Donc, ils font plein de travaux, souvent très difficiles, avec des accidents de travail et tout ce qu'on voit à Médecins du Monde, mais qui ont accès à rien. Donc, on estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 50 000 personnes migrantes à statut précaire au Canada. Et je mets ça entre guillemets parce qu'en fait, personne ne le sait, ni le gouvernement du Québec, ni le gouvernement fédéral, aucune statistique. On a tout essayé, accès à l'information, c'est les estimer. Et le nombre de ces personnes, évidemment, comme il n'est pas bien déterminé, c'est pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on ne contrôle pas les sorties au Canada. Et c'est aussi parce qu'on n'a pas de statistiques sur le mouvement de cette population à l'intérieur même du Canada. Donc, c'est les gens qui sont les oubliés du système. Là, ce matin, je me suis rendu compte, j'ai dit en ce moment, cette semaine, la migration a beaucoup de presse très triste, notamment dans la presse ce matin. Mais je tiens à rappeler que nous, quand je parle de migrants, je ne parle pas des immigrants, parce que les immigrants, ils arrivent ici avec un statut. Et ils ont, au bout de 3 mois, il y a un délai de carence qui a été mis en place par le gouvernement du Québec il y a quelques années. Personne ne sait pourquoi, mais ça a été fait. Mais ils auront accès à la RAMQ. Et je ne parle pas des demandeurs d'asile non plus, parce qu'eux, ils sont couverts par un programme fédéral. Donc, Médecins du Monde, on a découvert cette population qui était inexistante aux yeux de tous les services publics il y a à peu près une vingtaine d'années, quand on a mis en place nos projets de médecine de rue, où les gens commençaient à nous parler de personnes qui avaient accès à rien, qui étaient dans la rue, qui n'avaient pas les papiers, etc. Et on a commencé à creuser ce sujet. Notamment par les informations terrain, donc par notre propre équipe, mais tous les partenaires communautaires aussi.
Et aussi, on a fait des recherches sur l'impact du non-accès de ces personnes-là. Et aussi, on s'est rendu compte que, oui, ces personnes-là, à me donner les ministres antérieurs de la Santé, dont le Dr Barrett, avaient dit oui, mais il n'y a pas de problème, ces gens-là ont accès au système de santé. C'est vrai, ils peuvent se présenter à l'urgence, mais ils vont payer 200% de plus que le prix régulier, ce que c'est normalement qui est chargé à la RAMQ. Et on a vu toutes sortes de situations de détresse, et on les voit encore, donc des femmes enceintes, des femmes qui désirent ne pas être enceintes, qui sont obligées parfois de garder l'enfant, ce n'est pas capable de leur trouver une façon de faire une interruption volontaire de grossesse. Et aussi, on a eu des décès de certaines personnes, notamment des cas de cancer, qui ont été traités trop tard ou pas traités, et les personnes sont décédées. Donc, c'est des cas vraiment qui sont uniques, et c'est des cas qui sont tragiques. Et via Médecins du Monde, à un moment donné, on s'est dit, il faut qu'on agisse. C'est bien d'offrir des services à ces personnes-là. Donc nous, on va juste les personnes en extrême situation de vulnérabilité. Je pense qu'ils sont en dessous de votre... ils sont dans le rouge, là. Je ne sais pas si votre colonne existe, mais donc avec une étude, on avait constaté, à un moment donné, c'est des gens qui faisaient à peu près comme famille de 4, $800 par mois. Et avec ça, il faut qu'ils se logent, qu'ils se nourrissent, qu'ils payent les soins de santé. Donc, quand c'est rendu en bas de l'échelle, on a accès à Médecins du Monde, ces personnes-là. Et ce qu'on s'est dit, c'est que les services, c'est bien qu'on peut offrir, mais nous, c'est la santé primaire de base. Donc, on n'est pas capable d'aller plus loin. Et aussi, notre objectif, c'est pas de créer un système de santé parallèle. Et donc, on a vraiment réuni des avocats, des travailleurs sociaux, des médecins, des chercheurs, des citoyens engagés. On s'est dit, il faut qu'on lève le voile sur cette situation inacceptable. Et ce qu'on voulait, c'est militer pour une couverture de santé universelle pour tous. Et donc, ce qu'on a décidé de faire, parce que la situation la plus absurde nous semblait, était vraiment les enfants, parce qu'il y avait notamment les enfants, même s'ils étaient nés ici. Maître Dessureau, vous avez parlé des enfants, c'est ça, les gens qui sont nés ici, qui sont citoyens. Alors ça, c'est une absurdité du Canada. Il y en a plein. C'est vraiment un pays intéressant, pour les immigrants en tout cas, à étudier. Mais notamment le fait que oui, l'enfant, il peut naître ici, a priori, il est citoyen, mais comme il n'est pas émancipé, parce qu'il sera émancipé à 18 ans, il est discriminé par le statut de ses parents. Donc, c'est une des rares moments où un enfant est discriminé à cause du statut de ses parents. Et donc, on s'est dit, la première étape, ça serait vraiment d'agir sur les enfants migrants, donc qui sont nés ici. Et on a décidé de développer une stratégie de plaidoyer. Donc, plusieurs choses qu'on a fait, donc vraiment documenter la situation de ces enfants, parce que malheureusement, il faut que tous les problèmes sociaux soient incarnés avec des vraies personnes, parce que les chiffres, ça ne dit pas, et que des fois, ça prend des vraies histoires. Aussi, ce que on s'est dit, on va faire quelque chose que moi, j'aime particulièrement bien faire, c'est démontrer, vous l'avez fait aussi, le coût du non-accès. Et puis, on s'est rendu compte, par exemple, pour les femmes enceintes, le fait de ne pas avoir accès, ça coûte 200% plus cher au système de santé que leur donner accès. Donc, malheureusement, les ONG, parfois, n'aiment pas trop aller dans ces zones-là parce que l'économie, c'est un peu... on voit ça avec scepticisme. Mais finalement, on peut vraiment démontrer, c'est des études au niveau européen, je pourrais vous les partager, qui démontrent que le non-accès a un coût, comme la pauvreté a un coût. Donc, des analyses, on a comparé les lois, les conventions, les traités, les commentaires généraux, etc. Et aussi de démontrer l'impact disproportionné sur les enfants du non-accès. Le ministre Duclos a parlé ce matin de vaccination. On a eu la chance qu'à l'époque, Dr Massé, je le salue, avait déjà autorisé la vaccination pour tous les enfants, nonobstant le statut de leurs parents sur l'île de Montréal. Donc lui, il avait bien compris, mais évidemment, il y avait plein d'autres enjeux parce que les enfants migrants, c'est comme tous les enfants, c'est un paquet de microbes, ils sont tout le temps malades et puis il faut qu'ils voient le médecin. Et aussi de sensibiliser les acteurs. Et les acteurs, c'est évidemment au Québec les médecins, beaucoup, mais aussi d'autres. Et je salue d'ailleurs Dr Lebel, qui était à ce moment-là président de l'Association des pédiatres du Québec, qui a fait une présentation incroyable à la commission parlementaire, parce qu'on a eu la chance
d'avoir un ministre avec une véritable volonté politique, le ministre Dubé qui a dit « ça suffit, je dépose un projet de loi ». Et donc, il y a une loi remarquable parce qu'on a vraiment, les enfants ont eu tous leurs droits avec cette loi 83 en 2021. En 2021, donc qui garantit la couverture de la RAMQ pour tous les enfants vivant et étant nés au Québec, donc c'est 0-18 ans à la santé. Donc, incroyable mobilisation sur 5 ans, avec énormément de monde. Et là, on est dans la mise en œuvre de la loi. Donc, je pourrais vous parler de ça, parce que c'est toute une autre démarche psychédélique parfois. Ce qu'on avait essayé à ce moment-là, et je termine là-dessus pour ne pas prendre trop de temps de mon temps de parole, mais le ministre en avait demandé aussi à ce que les femmes soient incluses dans le projet de loi, et ça avait été refusé à ce moment-là parce qu'il voulait creuser davantage toute la question du tourisme obstétrical, un sujet qui obsède bien gros le ministère de la Santé, mais surtout aussi le grand public au Québec. Et nous, on s'est dit, on ne peut pas, il a donc refilé le dossier à la RAMQ qui devait faire une étude. On s'est dit, on ne peut absolument pas se limiter aux femmes enceintes, c'est complètement absurde, on est rendu en 2022, c'est le droit à la santé des femmes. Il me semble, je vois quand même, il y a beaucoup de femmes dans la salle, des hommes aussi, et surtout des spécialistes en santé. La santé des femmes, elle ne se réduit pas au fait d'être enceinte. Il me semble que ça a été le cas il y a à peu près plusieurs dizaines d'années, mais aujourd'hui, on est rendu ailleurs. Donc aujourd'hui, on a donc fait un mémoire que vous pouvez consulter sur le site de Médecins du Monde pour revendiquer l'inclusion, évidemment, de la grossesse, accouchement, etc., mais aussi la planification familiale, les IVG, les préventions, le dépistage des ITSS, parce qu'il y a évidemment aussi des enjeux de santé publique de ne pas donner accès. Et à ce jour, donc on est très fiers. Je remercie d'ailleurs l'Association de la santé publique du Québec parce qu'eux aussi, ils ont soutenu cette démarche. Mais on a 78 organisations, des partenaires, une cinquantaine de partenaires, 17 lettres. Donc on a vraiment inondé, pour ne pas dire harcelé, le ministre de la Santé, qui est déjà convaincu, mais il faut encore le pousser un petit peu dans le dos pour le convaincre donc d'agir en faveur du droit à la santé des femmes. Et je finis sur les leçons qu'on a tirées de cette mobilisation. Donc, c'est certainement que quand on est dans une démarche pour faire vivre les droits des personnes, c'est important de bien documenter des cas concrets. Et c'est effectivement très difficile avec des gens qui n'ont pas de statut, donc qui évidemment sont très vigilants de ne pas dévoiler leur identité, etc. Mais c'est aussi de démontrer l'impact du non-accès sur les professionnels de la santé. Et Dr Lebel avait dit en commission parlementaire, moi je suis pédiatre, je ne suis pas un agent d'immigration. Et c'est là où c'est rendu dans le système de santé que les gens sont... Et puis je vous passerai le détail sur le système d'immigration canadien. C'est devenu une thèse de doctorat de comprendre tous les différents statuts fédéraux, provinciaux, etc. Et aussi de démontrer l'impact économique, évidemment, comme je disais. Donc, ça a été un bel exemple de mobilisation et j'espère que vous allez nous bien serrer les pouces pour la prochaine étape pour les droits à la santé des femmes. Donc, merci beaucoup. Je passe la parole à Mathieu. Kwekwe Casino, Mathieu Ntoshin-Kashin, Nilpekogami-Nwats. Bonjour, je m'appelle Mathieu Morin-Robertson. Je suis un Inou de Mastoyache, une petite communauté au Lac-Saint-Jean. Je suis co-chargé de projet et navigateur autochtone à Médecins du Monde. Je suis vraiment content d'être ici. Je regardais la brochette d'invités et j'étais comme « Hi, qu'est-ce que je vais leur dire? » Mais je me suis rappelé qu'on est un peuple de conteurs, que j'ai quand même beaucoup d'histoires à raconter. Fait que j'ai aligné ça un petit peu là-dessus. La santé durable, ça m'a rappelé vraiment, disons, dans ma jeunesse, quand j'avais 18 ans, j'avais eu la chance de travailler avec les aînés de ma communauté au niveau des plantes médicinales. Puis c'était un projet avec le Parc sacré Kanakutukule-Witz-Wapikun qui était un peu de faire le recensement de toutes les plantes médicinales pour faire une base de données des plantes qu'on avait. Puis quand je marchais dans le territoire avec les aînés, ce que j'apprenais, c'était que la santé, comme on la voyait nous, c'était pas nécessairement la plante que tu prenais pour la maladie en tant que telle. Le fait d'aller en territoire avec l'aîné, d'aller chercher la plante, le fait de remercier quand tu accueilles, toutes ces actions-là, tout ce qui l'entourait, c'était ça la santé pour nous. Fait que la santé durable au niveau de l'environnement, au niveau de la santé holistique qu'on dit maintenant,
Nous, c'était vraiment populaire à l'époque, puis je suis content que de plus en plus ça revienne. C'est une belle dorée perdue. Donc, on va commencer tout de suite. Je pense qu'il y a un piton. Je ne suis pas full techno. Ah, voilà, merci. Donc, voyez notre petite vanette. En fait, nous, les navigateurs autochtones, ce qu'on fait, c'est on travaille avec les personnes autochtones et inuits en situation d'itinérance à Montréal. Puis, grosso modo, vite fait dit, c'est on les accompagne dans le système de santé pour qu'ils aient accès à la santé qu'ils ont droit. Parce que souvent, on va parler d'avoir droit à la santé, mais avoir le droit à la santé et avoir accès à la santé, c'est quand même deux choses assez différentes. Donc, nous, on travaille très fort pour favoriser l'accès à la santé. Quand je dis grosso modo que c'est ça qu'on fait, parce que ce qu'on fait, en fait, c'est beaucoup, beaucoup plus large que ça. C'est-à-dire que notre intervention ne commence pas quand on va dans le système de santé. Notre intervention commence il y a longtemps. Elle a commencé il y a 20 ans avec Médecins du Monde, en fait, quand le Médecins du Monde travaillait sans la navigation, évidemment, mais dans la rue avec les personnes en itinérance, les personnes autochtones, à développer des liens, à construire des choses, à construire une communauté. Puis nous, depuis 4 ans, Médecins du Monde, il y a eu le projet de navigation. Fait que ça fait 4 ans que des jeunes autochtones ou des moins jeunes autochtones et inuits travaillent avec leur propre communauté dans la rue pour justement créer une relation d'aide pour réussir à amener ces gens-là dans le système de santé. Donc, je pense que tout le monde ici a entendu parler de Joy Shishakwan. Nous, dans les communautés, quand c'est arrivé, en tout cas moi, personnellement, dans ma communauté, quand c'est arrivé, c'est pas quelque chose qui nous a surpris vraiment. Parce que c'était chaque famille ou beaucoup de gens dans nos communautés ont des histoires d'horreur dans le système de santé, des traumatismes qui existent. Puis ce qui est arrivé, c'est quelque chose qui a été enregistré, mais ça a comme permis aux gens de voir un peu ce que nous, on voit parfois avec nos yeux quand on va dans le système de la santé. T'sais. Donc, ça a été quelque chose qui a été vraiment bouleversant pour beaucoup de gens, mettons, mais c'est quand même quelque chose qui nous a justement amené à questionner justement qu'est-ce qu'on ne sait pas encore. T'sais. Puis nous, dans nos communautés, on le savait, fait que souvent, quand on parle de navigation, quand on parle d'accompagner des gens dans le système de santé, nous, ce qu'on constate en tant que navigateur, en tant qu'intervenant qui s'en va dans le système de santé, c'est qu'on se ramasse souvent dans une situation qu'on est avec la personne contre le système. T'sais. On est comme « Ah, viens, c'est pas grave, on va continuer, on va réussir, non, t'inquiète, ah, ça, c'est difficile, mais ça va. » Fait que c'est quand même une bonne question à se poser. Le principe de Joy, je vous invite tous à aller lire là-dessus puis à essayer de pousser pour intégrer ça dans vos organisations. Je voulais parler de barrières d'accès. C'est quand même un sujet qui pourrait me prendre des heures et des heures, mais parce que souvent, quand on parle de barrières d'accès pour une personne autochtone en situation d'itinérance, c'est pas juste une barrière d'accès, ça va être une empilade de beaucoup de barrières d'accès. Fait que ce que je me suis dit, c'est que j'allais vous raconter plus une histoire un cas, une journée à moi quand je travaille dans la rue à Montréal. C'est un cas d'une personne qui avait besoin d'aller à l'urgence pour quelque chose de personnel, mettons. Puis on avait prévu avec l'équipe de soins, parce que nous, on fait partie d'une équipe de soins, on a tout le temps des infirmières dans la clinique mobile, puis nous, en navigation, qu'on collabore avec eux. Avec l'infirmière, on avait décidé que la meilleure option, c'était d'aller à l'urgence avec la personne. Donc, je discute avec la personne me dit « Ah, je suis pas prête, elle revient dans une heure. » Fait que moi, je pars, je continue à faire mes affaires, je reviens une heure plus tard. Puis la personne, elle savait très bien qu'elle allait avoir un sevrage d'alcool quand elle arrivait à l'urgence. Donc, son réflexe, c'était d'aller acheter de l'alcool puis boire avant de rentrer à l'urgence pour essayer de repousser un peu le syndrome. Fait que moi, j'ai resté assis une heure avec cette personne-là pendant qu'elle buvait son alcool puis tout ça, puis à parler, à essayer de comprendre pourquoi la personne avait peur, si elle voulait vraiment y aller. Parce que c'est vraiment important, ça aussi, quand je vous parlais au début de comment nous, on perçoit le soin. Quand on prend les plantes médicinales ou qu'on va cueillir des plantes, on est principalement la personne dans notre démarche de soins. Puis moi, dans ma pratique, c'est ce que j'amène la personne dans le centre de sa propre démarche de soins. Ce qu'on ne voit pas souvent dans le système. Donc, on finit par décider d'y aller. Finalement, la personne a commencé à être un peu saoule, mettons. Fait que je sais que ça va être une belle aventure. Puis, on se rend en taxi à l'hôpital, puis ça, on rentre dans l'urgence. Là, l'urgence, quand on rentre en tant que personne autochtone itinérante, je peux vous dire que les yeux ils ne vous regardent pas comme les autres. Hein. Fait qu'on s'assit. La personne est quand même quelqu'un de vocal qui a beaucoup de prestance, mettons. Fait que là, tous les yeux sont vers nous. Les agents de sécurité s'approchent. Fait que là, moi, par réflexe, je suis comme bon, comment on va. Fait que je sors mes écouteurs, je mets la musique, je ne sais pas si vous connaissez Cashton. La bonne musique.
Fait que je propose mes écouteurs, elle met des écouteurs, elle commence à écouter du Cashton, elle commence à chanter vraiment fort du Cashton dans la salle d'attente. Puis là, t'as tout le monde qui sont comme « Ouh, qu'est-ce que cette personne? » Mais on réussit à passer au travers. Puis on est rendu qu'on a quand même des liens aussi avec les hôpitaux qu'on a travaillé qui nous aident à passer un petit peu au travers. Que quand on arrive et qu'on sait qu'on a un protocole SIWA, un protocole de sevrage qui s'en vient parce que c'est pas quelque chose de facile, ils préparent un petit peu notre arrivée, ce qui était vraiment intéressant. Mais c'est tout le temps un petit peu long, c'est tout le temps un bon combat. Donc, mais la musique, finalement, on réussit à se faire mettre dans une salle pour consultation. Fait que je me ramasse tout seul avec la personne. Le sevrage commence vraiment fort. Fait que, puis à plusieurs reprises, la personne voulait partir. Puis j'étais comme non, on va réussir à rester ensemble. Puis tu sais, brasser ça, puis tout ça. Puis j'étais comme non, c'est pas grave. Puis juste seul ensemble, on a réussi à se rendre jusqu'à temps que le médecin vienne nous voir. Puis là, le médecin vient nous voir. Je ne veux pas rentrer dans les détails, ça n'a pas été très facile avec le médecin. Mais la personne, elle a eu son soin. Moi, ça m'avait beaucoup blessé la façon que ça s'était passé, mais dans les yeux de la personne que j'accompagnais, elle était contente d'avoir eu le soin, d'avoir eu accès à ce soin-là, parce que pour cette personne-là, de combattre le sevrage, de se rendre jusque-là, c'était tellement difficile que c'était un... Peu importe le soin, c'est un peu... C'est ironique comme ça. Après ça, j'ai été obligé de fermer un peu la porte de la salle de consul parce qu'on entendait des commentaires en arrière, évidemment. Puis, c'est ça, une petite journée typique. Là, vous allez vous dire, ah, ben, crime, la personne a eu son soin, nanana, mais l'enjeu, il n'arrête pas là. L'enjeu, il arrête après ça pour le suivi. Parce que le suivi, quand tu es une personne en situation d'itinérance à Montréal, autochtone ou pas, la vie, quand tu es une personne en situation d'itinérance, une journée, c'est un monde. Fait que de prévoir un rendez-vous pour dans 2 mois ou un mois, 2 semaines, c'est tout le temps lancer une roche dans l'eau, mettons un petit peu. Fait que nous, ce qu'on fait en tant que navigateur, c'est qu'on travaille avec la personne. Quand les rendez-vous arrivent, moi, je pars avec mon petit sac à dos. Je m'en vais dans la rue, aux endroits que la personne fréquente. Puis quelques heures avant, j'essaie de voir la personne, des fois plusieurs journées avant, pour essayer d'aller reconfirmer si la personne va avoir encore le soin, mais aussi pour préparer l'arrivée puis continuer à travailler là-dessus. Donc, quand on parle de difficultés, c'est difficile de voir comment le système de santé peut, par lui-même, s'adapter à réussir à aller donner accès à ces gens-là aux soins parce que c'est tellement un soin qui est particulier, qui est humain, qui est de one-on-one, que c'est un petit peu difficile de voir les avenues. Puis l'itinérance que nous, on vit en tant qu'Autochtones à Montréal, c'est une itinérance communautaire. Donc, c'est quand même différent. Quand on arrive et on s'intègre dans la communauté itinérante à Montréal, autochtone, tout le monde se connaît, on connaît tout le monde. Ça ouvre plein de portes, mais c'est la proximité. Le soin de proximité est un élément essentiel dans l'accès aux soins pour les gens de chez nous. Donc, je vais aller tout de suite aux solutions. Pour les solutions, pour amener un peu ce qu'on fait puis essayer de répandre ça un petit peu, on invite beaucoup la collaboration avec les professionnels de santé, les gens qui sont plus dans la gestion des institutions, de venir travailler avec nous, le communautaire, parce que ce qu'on a créé, ce qu'on a fait depuis des années, toute l'expertise qu'on a développée, ça a une valeur inestimable, que c'est vraiment difficile d'aller retrouver juste dans des grandes politiques, parce qu'on a l'expérience terrain. Tu sais, quand je parle de Médecins du Monde, le projet de navigation a 4 ans, mais il y a 20 ans, Médecins du Monde était dans la rue déjà en train de travailler avec les gens. Tu sais. Donc, on vous invite vraiment fortement à venir collaborer puis à travailler avec les gens qui sont experts là-dedans. La navigation autochtone, évidemment, nous, on pense que ça a on voit que ça a un impact vraiment majeur pour l'accès à la santé des gens qui vivent ces situations-là. On a beaucoup de gens, on fait partie de la communauté à Montréal, donc c'est vraiment important. Encourager les projets alternatifs. Quand on parle de clinique mobile, par exemple, qu'on a chez nous, à Médecins du Monde, la clinique mobile nous permet vraiment d'aller développer un lien de confiance avec les gens où ils sont. T'sais. Souvent, quand quelqu'un va aller consulter à l'hôpital, quand il est en situation d'itinérance, il va attendre d'être rendu vraiment dans une situation vraiment difficile. T'sais. Puis la clinique mobile de proximité,
ce que ça fait, c'est qu'on a commencé à avoir des gens vraiment souvent. Puis on est quand même limité de ce qu'on peut faire dans notre clinique mobile, mais juste créer ce sentiment de confiance-là, devenir la référence pour le soin pour ces personnes-là, ça ouvre beaucoup de portes pour aller chercher des soins. Puis mettre en valeur les initiatives autochtones, très, très important. Les experts de nos communautés, c'est nous. Quand on parle de... Tantôt, j'ai passé vite sur ma slide, là, je ne suis pas full slide d'habitude dans la vie, mais je parlais de langue, difficulté de langue. Puis souvent, on va dire, c'est évident, là, si la personne ne parle pas beaucoup anglais, pas beaucoup français, la langue peut être une problématique. Mais moi, quand je parle de langue, c'est beaucoup plus large que ça. La langue, il y a une langue culturelle aussi, une manière de faire, une manière que quand on parle avec quelqu'un, des fois, on va dire « Ah oui, oui, oui », puis finalement, c'est pas ça qu'on a compris. Fait qu'essayer d'amener les gens qui parlent la langue culturelle pour être un peu les traducteurs puis être les acteurs de ces changements-là, c'est primordial. Donc, c'est ça. Les initiatives autochtones, c'est vraiment important. Puis, je pense que c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je pourrais continuer. Mais... Tu peux venir prendre place. Tu peux venir t'asseoir au salon. Okay. Maintenant, c'est l'heure de passer au salon. Marianne, Virginie, juste pour la période de questions, parce que, mon Dieu, vous êtes des bons conteurs. Des très bons conteurs. Des fois, Mathieu, je suis en train de penser que des fois, pour nous qui sommes hyper privilégiés, c'est difficile de naviguer à travers le système de santé. Par exemple, comme il ne faut pas que tu sois malade la fin de semaine. En tout cas, ce n'est pas recommandé. C'est plus difficile. Et donc, c'est un travail hyper important que vous faites. Merci d'être là. Je rappelle aux gens dans la salle qu'il y a 2 micros. Vous pouvez les utiliser et pour les gens à la maison, envoyez vos questions via le chat et elles se rendront jusqu'ici au Musée de la Civilisation. Je trouve ça intéressant, le Musée de la Civilisation, Mathieu, où se déroule cet événement parce que c'est un sens large. Le langage doit être aussi au sens plus large. Et bon, ben justement, parlant de langage, je vais céder la parole. Je me tais. On vous écoute. Oh, quel hasard. J'allais parler de langage pour commencer. Bonjour, mes salutations à toutes les personnes présentes. J'aimerais préciser que ce serait préférable de nous former collectivement au langage inclusif pour exprimer les réalités non binaires et trans adéquatement. Ce serait préférable de ne pas utiliser le terme « personne » entre les deux pour les saluer. Donc, plusieurs groupes communautaires et universités offrent des formations intéressantes sur le langage inclusif et les lexiques associés. Donc, je vais commencer par ça. Je suis Ama Ané, d'Action Cancer du sein du Québec, située à Tiohtià:ke, Montréal. Et nous sommes fiers de commencer, comme je disais, avec l'Université de Québec à Montréal, à documenter les expériences, les trajectoires des femmes noires ayant un cancer du sein dans le système de santé, celles de leurs proches, aimantes, obstacles, barrières, résilience, etc. Tout ça, nous avons ce rêve de le documenter. Nous saluons la discussion sur le droit à la santé et l'accès à la santé introduite par Maître Dessureau ce matin, complétée par Virgile, Mathieu et Nadia, et aimerions que les notions de justice distributive au Québec, donc qui répartit les biens selon les mérites dans notre société actuelle, soient abordées lorsqu'il est question de réflexion entourant les solutions innovantes pour contrer la pauvreté, avec un regard particulier sur la féminisation, la racialisation de la pauvreté. Et pour faire lien avec ceci, on appuie vraiment la documentation des expériences et des données. Donc, concernant les données sur le bien-être et la santé des Québécoises et Québécois, une petite demande. La question d'absence de données ventilées selon l'origine ethnique, le statut migratoire et le genre, est-ce qu'on peut vraiment en jaser? Est-ce qu'on peut vraiment en jaser? Ce sont de véritables barrières d'accès à la santé. Bon, on a fait des efforts concernant les données selon le sexe pour renforcer les plans gouvernementaux en santé à Québec. Cependant, pour documenter les injustices en santé, mais aussi pour documenter les injustices environnementales, plusieurs groupes, plusieurs chercheurs dédiés à nos causes déplorent l'absence de données ventilées. Donc, dans une conversation, je termine avec ça, dans une conversation sur la santé durable, lorsqu'on ne documente pas les enjeux, ils n'existent pas. Lorsqu'on ne documente pas les expériences des personnes aux marges, on crée des invisibles. Parce que leur trajectoire, exposition
à des polluants, prédisposition requiert des solutions politiques adaptées. Aujourd'hui, je parle de données statistiques parce que c'est ce qui vous parle. Donc, ce sont les pratiques historiques. Mais on reconnaît qu'il nous faut aussi des pratiques décoloniales pour valoriser les récits et les trajectoires de personnes à la croisée des oppressions dans notre système de santé, si on veut parler de santé durable également. Merci. Il y a des micros sur les tables à côté de vous. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient commenter? Est-ce qu'il faut l'ouvrir ou ça se fait automatiquement? Ça fonctionne. OK, excellent. Il y a des magiciens en haut ici. Parfait, j'adore ça, la magie. Rapidement, là, je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je pense que c'est une excellente information. C'est vrai, je l'ai mentionné rapidement. Quand on vient regarder des droits, on a besoin d'indicateurs. Ces indicateurs, il faut les développer, il faut les rendre accessibles, mais aussi les cibler selon différents horizons et vraiment bien les cibler. Donc, je pense que des visions comme ça ne peut qu'aider à en créer ou à penser à les développer. Puis, au-delà des indicateurs, je crois que c'est important aussi d'avoir un accès le plus large possible, le plus universel à ces données-là, ce que vraiment on favorise là, aussi à l'association. Donc, excellent point. Merci beaucoup de la remarque. Allô, allô? Oui, Mathieu. Ça fonctionne. Nous, justement, aussi, avec Médecins du Monde, c'est quelque chose qu'on travaille beaucoup dans notre pratique, en fait, en tant que navigateur. C'est quand on est quand même des témoins assez privilégiés de qu'est-ce qui se passe avec notre monde, qu'est-ce qui se passe dans le système de santé. Puis on a commencé justement à faire une certaine documentation de qu'est-ce qu'on voyait. Puis c'est vraiment nécessaire à faire aussi. De quoi? Docteur Horacio, on vous écoute. Moi, je tiens à vous dire, même si je n'étais pas présent au début, je vous écoutais en autobus en m'en venant. Donc, vive la technologie. C'est extraordinaire. Premièrement, merci pour cette matinée. C'est vraiment très important. Je nous invite tous à porter un regard différent quand on voit des personnes vulnérables. Je pense que des fois, je trouve ça triste de voir des gens caresser le chien de l'itinérant, trouver le chien intéressant, mais laisser la personne humaine à côté. Donc, moi, je trouve que nous invite à ça. Puis, je peux vous dire, si j'étais avec ces revenus-là, je ne sais pas comment je serais. Je serais probablement, moi aussi, dans la rue comme tel. J'ai une question spécifique qui s'adresse à Mathieu parce que ça me préoccupe. On connaît tous, mais on connaît mieux, un peu plus, on découvre, mais les blessures ont vécu nos Premières Nations en lien avec ça. Comment penses-tu que le retour de la culture autochtone, la fierté, la culture autochtone, tu parlais tantôt de chanteurs, de cinéma, etc., peut contribuer à guérir, en tout cas, du moins, et casser le cycle de ce qu'on a fait antérieurement? Parce que puis j'en parlais avec le Dr. Volant, là, on connaît toutes les problématiques de toxicomanie qui s'installent, le mal de vivre, le suicide dans ces communautés-là. Mais jusqu'à quel point il faut aussi investir là-dedans. Puis là, je suis très en amont dans la santé, la culture, la fierté. J'aimerais ça t'entendre ça. Et toi, en tant qu'enfant autochtone, tu parlais d'aller avec tes... Jusqu'à quel point ça a contribué à ce que tu puisses avoir un parcours qui est différent de ceux qui, malheureusement, doivent s'engourdir pour corriger leur souffrance? Merci pour la question. Juste avant aussi, quand tu parlais de changer la vision, justement, c'est quelque chose que je dis souvent. Si les gens pouvaient avoir, mettons, mes yeux, moi, en tant qu'intervenant, avant qu'on arrive à l'hôpital, ça changerait sûrement beaucoup le soin, justement, comment il est apporté, parce que quand on voit un petit peu c'est quoi toute la situation, on comprend la complexité, puis on devient sensible. Ce qui est de la culture, c'est vraiment une bonne question. Pour moi, la culture, ça a été... c'est un chemin particulier. En fait, souvent, l'accès à la culture, dépendamment de la famille ou d'où tu viens. Moi, la culture dans ma famille, c'était pas quelque chose qui était promu beaucoup, tu sais. Puis même au niveau de la colonisation, puis tout ça, ça a été vraiment long. J'ai pas appris quand j'étais jeune que les situations que je vivais, mettons, chez moi, qui étaient plus difficiles financièrement, etc., ça venait de la colonisation. Il a fallu que je parte de la communauté, que j'aille étudier pour me rendre compte que, on n'est pas les seuls. C'est par mon statut identitaire, mettons, que j'ai vécu ces choses-là, tu sais. Donc, avant ça, j'amenais plus ça par la culpabilité, que c'était de ma faute, la faute de ma mère, etc. Donc, souvent, c'est plus compliqué de, justement, trouver le point de rupture. Mais quand je suis allé vers les plantes médicinales,
J'étais allé là parce que j'avais envie de voyager. C'était un projet qui m'avait permis de voyager, puis ça. Puis ce que j'ai découvert là-dedans m'a tellement enrichi au niveau de ma propre identité. Vous m'auriez rencontré 2-3 ans avant ça, je n'aurais jamais dit que j'étais autochtone. J'aurais fait ça. Je vais essayer de passer un peu pour quelqu'un incognito, mettons. Mais quand j'ai découvert ma culture, que j'ai commencé à avoir de la fierté là-dedans, c'est ça qui m'a amené une certaine guérison. C'est ça qui m'a amené vers aller étudier en travail social, à quitter la communauté, à aller bâtir des choses. Donc, c'est sûr que c'est un bel élément motivateur. Puis, amener des soins aussi qui sont adaptés, qui sont prodigués par des aînés de nos communautés au niveau de le traitement des dépendances. Je pense que c'est un must si on veut vraiment avoir des choses efficaces. Il y a quelques options, mettons, de centres de thérapie autochtones qui existent. Puis je vous avouerai que je ne connais pas beaucoup d'Autochtones qui choisiraient d'aller ailleurs que là pour aller suivre un traitement parce que justement, ça nous ramène à notre spiritualité, à quelque chose de plus grand que nous qui nous aide justement à guérir. En tout cas, en terminant, je veux juste vous dire, je vous remercie tous de travailler à cette cause parce qu'on ne naît pas tous égaux. Et souvent, j'ai toujours dit à mes enfants, quand tu as eu plus, tu dois donner plus. Et tu ne porteras pas de jugement sur l'autre parce que tu ne connais pas son histoire. Puis chaque personne que vous aidez, là, chaque histoire de cas comme tu nous as raconté, pour moi, c'est une victoire. Malgré la difficulté que ça représente, mais il faut s'encourager comme ça parce que sinon, on va penser que effectivement que la pauvreté, c'est comme la pluie. Et moi, celle-là, c'est la meilleure que j'ai entendue à date. Ouais. Je vais essayer de rechercher la personne qui l'a dit pour voir si elle a changé d'idée. Et surtout connaître son salaire. Merci. Merci, Dr. Arruda. Il annonce pas mal de pluie dans les prochaines années, d'ailleurs. Hier, on en discutait pendant la pandémie. J'ai voulu faire ma petite contribution puis aller suivre ma petite formation pour devenir vaccinatrice dans la région de Joliette. Et c'était où j'ai un petit chalet, donc c'était tout de suite après les événements tristes de Joyce Echaquan. Et donc, on nous avait obligés à suivre une formation en ligne sur les réalités autochtones. Ça doit être disponible là, sur le réseau, puisque c'était le CIUS de Lanaudière là, et puis, j'ai suivi cette formation de quelques heures. C'était passionnant. C'était super intéressant d'apprendre un autre langage que la petite lunette qu'on a, nous, en tout cas. Et j'ai vacciné des communautés. Et ça a été extrêmement enrichissant comme expérience. Donc, je pense qu'on gagne à se parler, à mieux se connaître. Et je pense que votre slogan, votre leitmotiv là, de soigner sans juger à Médecins du Monde Canada. Soigner sans juger, intervenir sans juger, aider sans juger. Je pense qu'on pourrait tous se l'approprier. Merci de nous l'avoir montré. Anne-Marie, tu veux nous parler d'une question? Bien, de moi-même, donc Anne-Marie Morel de l'Association pour la santé publique tu es du une Québec. Personne, là, je vais l'être parce que dans les diapos de Virginie, moi, il y a quelque chose, il y a un fait que je ne suis pas capable de concilier, puis j'aimerais que Virginie nous explique pourquoi on a un bien-être social qui est à la moitié de ce qu'il faut pour minimalement vivre et combler ses droits. Donc, quand on met ces chiffres-là au gouvernement, qu'est-ce qui n'est pas compris pour que ça soit modifié, puisque les déterminants de la santé, on en a nommé plein hier. Les saines habitudes de vie, c'est clair. Il y en a vraiment beaucoup de déterminants de la santé, mais la pauvreté, c'est comme au début là, de la série de dominos. Puis si on arrivait à pousser celui-là, on en sauverait beaucoup d'autres en chemin. Donc, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas, Virginie? Grosse question. En fait, je pense qu'on est vraiment beaucoup, on prend beaucoup de choses pour acquis. Il y a énormément de préjugés. Moi, honnêtement, je pense que le premier nœud à défaire dans la lutte contre la pauvreté, c'est les préjugés. Je pense que le nœud des préjugés, c'est vraiment le nœud le plus tough à défaire. Puis on a beau avoir des démonstrations de force comme l'année 2020 où on a soutenu financièrement plus que jamais les gens. On a vu une diminution des taux de suicide de 32 %. C'est une démonstration de force. Pourtant, ça n'a pas empêché à peu près tous les ténors un peu à droite, mettons, de dire que ça n'avait pas de bon sens, que les gens étaient payés à rien faire, qu'on a vraiment des assumptions,
c'est ça, des présupposés. On a l'impression que si les gens sont pauvres, c'est parce qu'ils ont fait de mauvais choix. C'est ça, on encourage toutes sortes de choses plutôt que d'aller dans une approche qui soit plus axée sur la santé, malgré que les DSP le disent depuis à peu près toujours. Hein. Si on veut lutter contre le suicide, si on veut lutter contre les problèmes de santé, il faut soutenir financièrement les gens. Financièrement, mais aussi, bon, avec la discussion, je pensais à M. Raphaël Napper, qui est un Innu qui était en situation d'itinérance pendant la pandémie, qui est décédé d'hypothermie parce que le gouvernement du Québec a refusé d'exempter les personnes en situation d'itinérance de la règle du couvre-feu. Il faut se souvenir que le premier ministre a quand même dit, si on met une exemption pour les personnes en situation d'itinérance, n'importe qui pourra dire, ben, moi je suis un itinérant. Alors ça, c'est un immense préjugé qui vient du premier ministre. Il faut dire ça. Il faut dire qu'on est plein de préjugés et que c'est ces préjugés-là qui nous empêchent de mettre de l'avant des politiques de soutien du revenu, mais aussi des politiques comme le couvre-feu. Ça aurait pu être fait avec beaucoup plus de doigté, beaucoup plus de nuances, et on aurait très possiblement éviter la mort de M. Raphaël Napper. Donc voilà, je pense que c'est les préjugés, grosso modo, qui nous empêchent de mieux faire. Merci. Écoutez, on aurait envie de continuer, mais on vous invite à continuer les discussions avec tous les gens qui sont présents ici. On va prendre une courte pause, mais avant, merci à Marianne Dessureau, Virginie Larivière, Nadja et Mathieu. Vraiment très, très inspirant. Alors, voilà.